dans cette concertation, une place particulière a été donnée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est la seule université pour laquelle il y a eu une réflexion particulière. Parce qu'elle a un rôle essentiel. En plusieurs universités. C'est quoi l'avis de Monsieur le ministre? Je reste dans la recommandation de la concertation nationale pour l'avenir. Ce débat est derrière nous. Le débat qui est aujourd'hui, c'est que pour au moins une décennie en tout cas, tout le monde devrait se dire, mettons en œuvre cette recommandation et donnons-lui corps et faisons en sorte de réformer tout ce qu'il y a à réformer. Prenons les ruptures qu'il faut au sein de l'UCAD pour que cette UCAD soit dans quelques années dans les 100 premières universités mondiales au niveau du classement, par exemple, de Shanghai. Très bien. Alors, une question peut-être du SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Oui. Non. Bon, moi, je ne sais pas. Je dois d'abord dire une question de forme que on ne m'a pas expliqué le format de cette émission et que je considère que je ne suis pas venu pour poser des questions, mais plutôt, à la limite, pour répondre à des questions, mais pas pour poser des questions. Si Merci. Vous avez une contribution à faire, par exemple. Oui. Bon, par exemple, sur la question des effectifs, on parle de massification, mais en réalité, à Dakar, ce qu'il y a sont des sureffectifs. Ce n'est pas la même chose. Et je passe vite, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire, et c'est dommage. Mais bref, je suis un peu surpris, quand même, des développements du ministre, quand il parle de montée en puissance, etc. Parce que quand même, quand on se rappelle, parce qu'il fait référence notamment à la concertation passée, donc on y fera référence, bien sûr, puisque c'est lui l'invité principal, on va se caler sur ce qu'il dit. Si on regarde le pré-rapport, je me souviens très bien que les rédacteurs, ils ont plafonné Saint-Louis, par exemple, pour 10 000 étudiants. Et ils font des évolutions de à peu près 400-500 bacheliers par an. Donc je me demande avec ça comment on peut véritablement monter en puissance. Ça m'étonne. Une autre chose qui me surprend aussi, c'est quand on dit il dit, Monsieur le ministre, que Dakar va arriver, peut-être, parce que je ne sais pas sur quel calcul il s'est fondé pour le dire, qu'on va passer de 80 000 à 60 000 dans 5 ans. Et il ne parle pas de recrutement d'enseignants, parce qu'il dit que ça va améliorer le taux d'encadrement. Un bon mathématicien, il sait certainement que quand on a un rapport, soit on travaille sur le numérateur, soit on travaille sur le dénominateur. Bon, nous, on aurait préféré plutôt qu'on travaille sur le dénominateur, augmenter plus le nombre d'enseignants, parce que c'est ça en réalité, pour avoir un meilleur taux d'encadrement, permettre aux enseignants aussi de faire leur mission de recherche. Parce que tout ce qu'il dit depuis tout à l'heure, sans se rendre compte, il confine les enseignants à leur seul rôle d'enseignement. Or, tout le monde sait qu'une université, ce n'est pas l'enseignement, c'est surtout la recherche. Et cette recherche-là, justement, elle est là, notamment pour améliorer et faire donc avancer cet enseignement-là. Mais ce n'est pas l'inverse du tout. Et bizarrement, depuis ces développements, moi j'ai l'impression que véritablement les choses sont plutôt centrées sur un enseignement, alors que la recherche est véritablement le parent pauvre. Et pour venir aussi au niveau du privé, là aussi je suis circonspect parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a des questions qui sont là, auxquelles le ministre n'a jamais répondu, ni quelqu'un d'autre du gouvernement d'ailleurs. Hein? Donc c'est pourquoi d'abord a-t-on attendu d'avoir orienté d'abord les bacheliers dans les universités publiques avant de penser au privé, premièrement. Deuxièmement, sur quelle base ces universités-là ont été choisies? Ça aussi sont des questions. Parce que je crois que si on parle de rupture, d'éthique, de transparence, je crois que c'est le lieu. Alors qu'aujourd'hui, personne ne sait comment ça a été fait. Et moi, véritablement, et avec l'ensemble des enseignants d'ailleurs, chercheurs, on cherche à comprendre comment cela a été fait. Et de toutes les façons, les structures privées n'ont pas les infrastructures qu'il faut pour prendre tous ces étudiants-là. Et c'est bachelier, je pense que l'année prochaine, vous l'avez déjà dit, est déjà arrivé, même pas, dans 2 mois, 3 mois, on aura encore 40 000 bacheliers sur les bras. On verra bien. Espérons, on va prier peut-être. Très bien. Merci. Merci. Vous avez soulevé deux volets. On va y revenir tout à l'heure. C'est la dimension de la recherche, mais aussi le choix des non-orientés pour les envoyer dans les écoles de commerce privées, mais aussi
le choix même des écoles qui ont été retenues. Mais je vous promets qu'on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a un sujet qui est consacré à cette question. Mais il dit le problème, ce n'est pas un problème de sureffectif. Il y a même un sous-effectif à proprement parler d'étudiants. Et que l'université Gaston Berger de Saint-Louis est autour de 500 à 600 recrutements par an. Alors que vous parlez de montée en puissance. Vous êtes bien placé pour répondre à cette question. Non pas seulement que vous êtes ministre, mais aussi vous avez été recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il y a aussi le problème du recrutement des enseignants. Le sujet de tout à l'heure nous a montré qu'il y a 1500 enseignants à l'UCAD en tout cas pour 80 000 étudiants. Très rapidement. Vous avez posé beaucoup de questions qui sont importantes toutes. La première, c'est d'abord l'université Gaston Berger. Cette année a recruté 1700 étudiants. Et c'est en 90 à l'ouverture qu'elle a recruté 600 étudiants. C'est vrai, la montée en puissance a été lente, mais cette université aujourd'hui, dans le cadre de son contrat de performance, se fixe pour objectif d'atteindre 15 000 étudiants. Et chacune des universités, Thiès, Ziguinchor, Bambey, a un horizon d'effectifs dans le cadre de son contrat de performance et d'équilibrage de son budget. Le deuxième aspect, le taux d'encadrement. C'est vrai, quand on a, supposons que Dakar, arrondissons à 80 000 étudiants, vous avez 1500 enseignants. Si vous ramenez ces effectifs à 60 000 en gardant les 1500, évidemment, vous augmentez très largement le rapport. Et le problème... Ce qui veut dire que vous n'envisagez pas de recruter des enseignants? Nous allons recruter de manière naturelle. Parce que, d'abord de manière naturelle, parce qu'à Dakar, nous avons un problème qui est que dans les années à venir, nous avons un vieillissement du personnel enseignant. Donc, il faut le remplacer. Mais d'autre part aussi, il faut, dans le cadre de ce contrat de performance, diversifier les filières de l'UCAD, parce que vous le savez bien, vous prenez l'exemple de la faculté de lettres, beaucoup d'enseignements, particulièrement de formation initiale de licence, sont restés les mêmes, en tout cas dans leur forme générale, depuis très longtemps. Il faudrait sans doute les modifier, les enseignants y travaillent, et il faudrait sans doute de nouveaux enseignants pour renforcer le potentiel. De nouveaux, mais des enseignants de qualité, parce que selon nos informations, 80% des enseignants aujourd'hui sont de niveau B, qui ne sont même pas habilités à dispenser des cours magistraux ou à encadrer tout simplement. Alors là, il faut bien faire comprendre à l'opinion publique qu'un enseignant a une carrière qui se construit à travers des étapes. Et ces étapes sont régies par des dossiers présentés au Conseil, dans les commissions techniques spécialisées du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Un enseignant de rang A, ce n'est qu'exceptionnellement qu'une université en trouve libre pour le recruter. Donc le plus souvent, c'est les universités qui recrutent des assistants, qui deviennent maîtres assistants, qui deviennent maîtres de conférences ou professeurs dans le cadre du système actuel que nous avons au niveau de nos universités. Alors, le secrétaire général du SAES a posé une question. C'est nous n'avons pas assez d'effectifs. C'est tout à fait juste. Nous n'avons pas assez d'étudiants. Cette question, il faut la déconnecter que Dakar, lui, a trop d'étudiants. Je crois qu'il y a deux choses dont il ne faut pas faire l'amalgame. Il faut décentraliser, Dakar, tel qu'il est déjà dans sa superficie, l'espace de Dakar a trop d'étudiants par rapport aux infrastructures existantes et même aujourd'hui la capacité qu'a l'administration de gérer de manière correcte aussi bien les étudiants, les enseignants et tout cela. Donc il nous faut réfléchir et c'est là où est, je pense, la force de cette recommandation de la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur, c'est qu'il nous faut réfléchir à nouveau sur comment cette université de Dakar unique, la réorganiser, sa vision, sa démarche pour arriver à une université en tout cas de standard international. Très bien. Tout de suite, le troisième sujet de cette émission, il s'agit de cette idée
du gouvernement d'orienter les bacheliers non orientés dans les écoles de commerce privées qui ont pignon sur rue. C'est un sujet de Aminata Mbarisso. Plus de 6 000 nouveaux bacheliers orientés dans des instituts de formation privés, c'est la stratégie du ministère de l'Enseignement supérieur pour désengorger l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous avons ouvert la plateforme d'inscription le 14 du mois dernier et à ce jour nous avons eu 6 700 inscrits et non seulement nous avons clôturé mais nous avons fini d'orienter aussi les bacheliers. Le critère d'orientation c'était que il fallait travailler avec des établissements qui ont des formations accréditées par le CAMES. Donc sur les 176 établissements agréés par l'État, seuls 13 présentaient des formations accréditées par le CAMES. Parmi ces 13-là, nous avons travaillé avec 11. Cette initiative du ministère de l'Enseignement supérieur n'est pas du goût de tous les bacheliers. C'est le cas de Lamine Touré et ses camarades qui se sont regroupés en collectif pour dire non à une orientation dans le privé. Nous sommes prêts à rentrer chez nous que d'aller dans ces universités privées-là. Parce que nous avons été catégoriques avec les différents délégués que le ministère de l'Enseignement supérieur nous a envoyés ici. Nous avons dit que nous avons des choix et nous avons choisi d'être orientés dans les universités publiques du Sénégal pour suivre des études supérieures, mais pas d'aller faire des formations dans des instituts de formation. Bon, je ne veux pas aller dans les écoles de formation, c'est parce qu'actuellement, je veux d'abord faire des études supérieures. Études supérieures est différent de formation. Je veux étudier ici à l'UCAD parce que j'ai toujours opté pour venir ici à l'UCAD, faire ici mes études supérieures. Maintenant, les écoles de formation là qui m'ont proposé et qu'ils ont proposé aussi à autant d'amis qui sont là, qui ont rejeté cela, c'est parce que, de un, nous sommes venus des régions lointaines. Imagine quelqu'un qui vient des régions lointaines. Ses conditions sociales ne sont pas réunies. Si on me demande d'aller par les écoles de formation, c'est pour que je puisse faire ici un mois et rentrer. C'est parce que je ne peux pas subvenir à mes besoins. Ça, ce sont des cas sociaux qui sont là. ITECOM, dans cet institut technique de commerce, près de 800 bacheliers sont orientés. Ici, l'offre de formation est certes diversifiée, mais les administrateurs veulent renforcer l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Les STEM, comme vous le dites, participent d'une volonté de rééquilibrer, n'est-ce pas, la formation ou les formations supérieures au Sénégal. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que de tout le temps, les étudiants étaient majoritairement orientés vers des domaines comme les sciences juridiques, les lettres, etc. De plus en plus maintenant, il va falloir former, n'est-ce pas, dans les STEM pour donner plus de scientificité, pour donner plus de, en tout cas, plus d'impact, n'est-ce pas, aux besoins de l'économie et des entreprises. Les bacheliers soutiennent toutefois que la plupart des cours dispensés dans ces instituts privés ne correspondent pas à leurs options. J'ai eu le bac série L2 et j'ai demandé géographie. Et au bac, dès le premier tour, j'ai fait 16 en histo-géo. Et j'ai demandé géographie comme premier choix, histoire comme deuxième choix et philosophie comme troisième choix. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas orienté. Le système privé sénégalais est un système très diversifié. Il est vrai que, par contre, ce sont des écoles qui sont orientées dans des licences professionnelles, en majeure partie. Il y en a qui font mathématiques, physique, droit public, droit privé. Mais je n'en connais pas encore qui font lettres modernes, histoire géo. Parce que ce que je dois vous dire quand même, je pense que ce que l'Université de Dakar forme déjà en lettres modernes et en histoire géo suffit largement pour le pays. Depuis plus de 50 ans, on a formé beaucoup trop de littéraires, beaucoup trop d'historiens, beaucoup trop de géographes que le pays ne peut pas absorber. Et même si le pays pouvait les absorber, je ne pense pas qu'ils peuvent influer de façon très grande dans le développement du pays. Les instituts de formation supérieure privés devraient être une alternative au surpeuplement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour cette année 2013, près de 13 100 places étaient disponibles. Mais la problématique demeure l'adaptation de la formation à l'option des nouveaux bacheliers. Adaptation de la formation à l'option de l'étudiant nouveau bachelier, pour reprendre la chute d'Aminata Mbarisso, des étudiants qui vous disent on n'ira pas dans ces écoles. Qu'est-ce que vous répondez? C'est leur droit, c'est leur droit.
l'État a choisi de leur offrir la possibilité de se former en choisissant des établissements et des filières accréditées par le CAMES. Visibles sur le net, il suffit d'aller sur le site du CAMES, www.cames.org, et de voir ces filières. Et ce sont les établissements qui ont ces filières qui ont été choisis pour recevoir ces étudiants. Comment? Oui, terminez votre phrase. Ces étudiants vont dans des filières diversifiées. Vous avez des filières de commerce, des filières de finance, des filières des affaires, vous avez des filières de management de projet, mais vous avez aussi des filières de sciences, de technologie, en physique-chimie, en informatique, en réseau, en télécommunication et même en sécurité alimentaire, etc. Donc l'État leur offre cette possibilité et je pense... Et s'ils disent qu'ils n'y vont pas, ça veut dire adieu les études supérieures, ils assument leur choix? Je pense qu'ils assument, il faut leur dire la vérité. Aujourd'hui, les 6600 ont été tous orientés. D'ailleurs, beaucoup qui parlent sont déjà inscrits et orientés. Ça aussi, je le dis, sont inscrits et orientés. Les étudiants dans la salle, vous et êtes beaucoup, ça nous le disons parce que nous avons reçu souvent plusieurs demandes venant de l'UCAD et monsieur le directeur de l'enseignement supérieur privé a vérifié et effectivement, ils étaient bien orientés sur le site Campusen. Aujourd'hui, les étudiants, les écoles, une à une, sont en train de démarrer leur formation pour ces nouvelles cohortes. Il faut dire, il y a de vieilles habitudes, qu'on pense que lorsqu'on a le baccalauréat, le seul choix possible, c'est d'aller faire des filières générales dans les universités. Et lorsqu'on n'a pas été orienté à Ziguinchor, Saint-Louis, Bambey et Thiès, la voie naturelle, c'est de venir à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Est-ce que ce n'est pas légitime pour l'étudiant qui dit « je veux faire histoire ou géographie, je ne peux pas apprendre cela dans une école de commerce ». Mais l'État doit aussi réguler. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles une des décisions fortes de la concertation, c'est de dire nous voulons que notre enseignement supérieur produise des scientifiques, des techniciens, des technologues, des mathématiciens, des ingénieurs et des techniciens. C'est un choix de société pour le développement de notre pays. Et dans ce sens-là, l'État va offrir aux bacheliers aussi bien des possibilités d'aller faire de l'enseignement général pour ceux qui ont la possibilité d'y réussir, ou bien de faire des filières courtes professionnalisantes qui leur permettent de s'insérer assez rapidement pour avoir un métier. Vous le savez, on ne peut pas, dans un pays où les ressources sont limitées, que chacun fasse ce qu'il veut. Je pense qu'il nous faut, là-dessus, tenir un langage de vérité aux étudiantes et aux étudiants, leur dire, vous avez le bac, les universités sélectionnent les bacheliers qu'elles prennent selon votre profil. Si votre profil ne correspond pas aux filières choisies par telle ou telle université, vous avez d'autres possibilités et l'État vous offre ces possibilités-là. Très bien. Avant de donner la parole à un autre étudiant, mais aussi au président ou en tout cas représentant de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants, mais également un représentant d'une école de commerce, l'IAM Djibi Diakhaté, qui est là. Une petite dernière question, parce que tout à l'heure, le SAES vous a interpellé sur la sélection. Est-ce que ça s'est effectué sur la base de critères objectifs, la sélection de ces instituts et écoles? Il n'y a pas de critère plus objectif que l'accréditation au CAMES. Parce qu'actuellement, c'est le seul système auquel souscrit le Sénégal et auquel d'ailleurs sont soumis aussi bien les établissements d'enseignement supérieur publics que privés. Vous avez bien dans le public des filières qui ne sont pas accréditées par le CAMES. Vous avez dans le privé des filières qui ne sont pas accréditées. Nous avons dit, cette année, nous choisissons l'accréditation CAMES. Si l'opération devait être renouvelée et que l'ANAQ, l'autorité nationale d'assurance qualité, était fonctionnelle, évidemment, nous y associerons aussi les filières accréditées par l'ANAQ. Donc, c'est transparent et chacun peut aller. C'est pourquoi d'ailleurs, vous n'avez pas vu d'incrimination à ce niveau-là provenant des établissements privés. À un moment, on a dit, pourquoi le choix du CAMES? Quand on a expliqué, personne n'a plus dit un mot, parce que c'est un choix objectif et vérifiable.
Très bien. Alors, une série de questions, un étudiant par là, si vous permettez, vous permettrez juste à un autre de vos camarades de poser une question et puis vous passerez le téléphone, le micro à votre vis-à-vis de la gauche. Oui, mon nom c'est Hamidou Bari, je suis un étudiant de la FASTEF. Et la FASTEF, comme vous l'entendez, c'est une faculté qui s'est rattachée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et si on parle de l'enseignement supérieur en général, on ne peut pas ne pas s'en passer de la FASTEF. Et le recrutement des étudiants, c'est un problème majeur qui pose problème dans tout le pays. Et vous savez que l'étudiant a le choix de choisir ses voeux. Depuis bas âge, nous, je me rappelle quand j'étais élève, j'avais des ambitions. Oui. Je croyais que mon devenir, je veux être un scientifique, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et pourquoi, à un moment donné, on veut nous arracher de ces voeux-là? Et l'étudiant en question, il a le droit de savoir, de vouloir faire. Imaginez l'élève, l'étudiant qui a eu 16 en géographie et qui demande d'être orienté en géographie parce qu'il veut faire de la géographie. Ne pas l'empêcher de faire ses vœux. Très bien, c'est clair. Voilà, le micro justement à un parent d'élève et d'étudiant. Jim Momar, une question pour le ministre. Merci beaucoup. Nous saluons cette initiative après les consultations de nous retrouver et de nous interroger sur les conclusions de ces réflexions. Ensuite, voir comment faire en sorte que l'université, l'enseignement supérieur de manière générale, puisse être vraiment la réponse aux préoccupations des parents qui, depuis que leur enfant est né, investissent sur celui-là jusqu'au supérieur. On est en droit d'attendre en retour qu'il soit productif, utile à lui-même, utile à sa famille et à la société. C'est la raison pour laquelle, depuis 1981 déjà, les États généraux prônaient une université de développement. Nous l'avons dit, cette université de développement, pour nous, c'est trouver des filières qui permettent à l'étudiant d'avoir un profil clair à l'issue de sa formation, qu'est-ce qu'il peut devenir. Et si on répond positivement à cette question, les parents sont satisfaits. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'accord pour dire que ce qui se passe à l'université de Dakar, cette université est un monstre. 80 000 enfants. Il n'y a pas une ville au Sénégal qui a 80 000 habitants en dehors des grandes cités. C'est déjà beaucoup. Maintenant, la réflexion a été posée, nous en avons il y a des propositions. J'ai hâte que, justement, ce conseil présidentiel se tienne, mais au préalable, il y a des questions en suspens. Très bien. Il y a une commission ad hoc qui devait approfondir une certaine question, notamment les frais scolaires, et avoir des propositions consensuelles qui permettent d'avancer. En tout cas, nous attendons qu'on nous dise quand est-ce que cette commission va se réunir et avec qui. En tout cas, nous souhaitons parfaitement être de cette commission-là. Merci. Djibi Diakhaté, directeur de l'école doctorale de l'Institut africain de management. Vous avez une question? Je voudrais d'abord féliciter le ministre pour ce qu'il est en train de faire. Juste un petit témoignage. J'étais professeur de philosophie au lycée technique André Pétavin Saint-Louis dans les années 92-93. Lui, il était enseignant au département de mathématiques de l'université Gaston Berger. Et lui avait pris un ensemble d'initiatives pour implémenter les mathématiques dans les communautés saint-louisiennes au niveau de la société avec des conférences qu'il animait. Et il m'invitait à ces activités parce que c'est lui qui prenait l'initiative. La tâche que nous faisions, c'est comment faire pour que les mathématiques se développent au niveau des communautés, chez les marchands, chez les etc. Et c'est dans les quartiers que nous faisions ces causeries en son temps, dans les années 92-93. Je crois que là, pour ce qui est du privé, il y a quand même un certain nombre d'initiatives qui sont prises en termes de qualité. En dehors de l'accréditation CAMES dont on parle, si vous prenez l'exemple de l'institut que je connais le mieux, nous avons l'accréditation qualité ISO 9001 version 2008. Nous sommes inscrits dans le consortium pédagogique EFMID qui fait les accréditations, les plus grandes accréditations sur le plan universitaire, EKIS, AMBAS et PAS, et que Dakar va abriter la première assemblée générale au niveau de l'Afrique de l'Ouest
de EFEMD et ce sera organisé en novembre prochain ici au niveau de l'IAM. Je crois qu'il y a quand même des efforts qui sont faits et que tout le réseau de partenariat nous ouvre à une situation où finalement des universités, des instituts publics de l'Europe, de l'Amérique envoient des étudiants dans nos instituts. Je crois que nous avons quand même disponible. Maintenant, c'est quand même un appel fort pour insister davantage sur la qualité. Je crois que c'est important, insister sur la qualité parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous nous sommes rendus compte que l'économie du savoir, aujourd'hui, constitue un élément important pour le développement des sociétés. Alors, si tel est le cas, l'idée est que les pouvoirs publics disent nous voulons développer le savoir, nous voulons développer l'éducation et je crois que parmi les recommandations, c'est qu'il faut revoir toute la cartographie de l'éducation et de la formation depuis l'élémentaire jusqu'au supérieur. Mais dans cette perspective-là, l'État dit je veux faire mais je n'ai pas toujours tous les moyens. Le ministre disait tout à l'heure que les moyens sont limités. En conséquence, il faut en appeler à un sursaut patriotique de tous les partenaires qui pourraient appuyer cette action des pouvoirs publics pour le développement de la formation et de l'éducation orientée vers le développement social et économique. Merci Djiby Diakhaté. Monsieur le ministre, quelques questions. D'abord, la question de l'étudiant qui dit « Je suis un enfant, j'ai fait un rêve depuis très longtemps de devenir ceci ou cela. J'arrive presque proche du but, on me dit « Ce n'est pas possible, il faut que tu fasses autre chose. » Qu'est-ce que vous lui répondez, cet étudiant? Alors, je lui dis d'abord que de tout temps, seuls les très bons étudiants ont eu à aller là où ils ont demandé. Parce que vous voulez faire médecine, la fac de médecine fixe son quota d'étudiants. Si vous êtes bien classé, vous entrez dans le quota, vous y allez. Sinon, vous n'y allez pas. Cet étudiant qui a parlé, qui dit qu'il a 16 en géographie, ou il a plus de 23 ans parce qu'il a demandé l'UCAD et qu'il n'est pas pris, ou bien il a eu son bac au second groupe et donc il n'est pas rentré dans les classements aussi bien à Saint-Louis qu'à Ziguinchor et à Dakar. C'est par le mérite que les universités recrutent et c'est ça la situation au Sénégal. On ne peut pas abriter 10 000 étudiants qui veulent faire philosophie. Non. Donc, si vous êtes très bon, méritant, vous déterminez là où vous allez. Mais sinon, c'est les places qu'on vous offre. C'est ça la réalité de l'espace de l'enseignement supérieur. Alors, deux préoccupations qui se recoupent, celle de Djiby Diakhaté, mais aussi de Jim Momar de la Fédération des parents d'élèves, c'est l'exigence de la qualité. Jim Momar a dit, est-ce que nos universités sont en mesure de former des étudiants qui seront utiles à eux-mêmes, à leur famille et à leur société? Est-ce que c'est des universités de qualité? Est-ce que nous avons aussi des instituts privés de qualité? Nous avons dans tous les secteurs des zones de qualité. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, je prends cette université que tout le monde veut réformer, vous avez des zones de qualité. La faculté de médecine est reconnue comme une structure de qualité. Vous avez l'école supérieure polytechnique, c'est reconnu formant des ingénieurs de qualité dans plusieurs domaines. Et d'ailleurs, des entreprises quittent l'Europe, l'Amérique et viennent recruter ici ces élèves. Et je peux continuer à citer des instituts et des laboratoires. Vous allez à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, vous avez la même chose. La jeune université de Ziguinchor est en train aussi d'éclore dans certains secteurs. Hier, j'étais à Thiès. Vous avez une nouvelle filière qui vient de commencer, qui est tout de suite prise entièrement en charge par une entreprise. Donc, nous avons des espaces de qualité. Vous avez 3 à 4 institutions d'enseignement supérieur privées qui sont centres d'excellence de l'UMOA, qui ont des certifications, etc. Donc, qui ont aussi des accréditations CAMES et dont on retrouve beaucoup de leurs sortants dans beaucoup d'établissements publics et privés à travers le pays. Le Sénégal a ce potentiel. Ce qui le confirme d'ailleurs, c'est le nombre d'étudiants et d'élèves venant des pays qui nous environnent, qui sont ici chez nous. Le privé a plus de 7000 étudiants étrangers, le supérieur davantage. Ceci veut dire que le Sénégal est déjà un hub de formation, mais ce qu'on recherche, c'est d'améliorer sérieusement cela, parce que nous, le niveau d'exigence que nous avons pour notre pays, pour les ressources humaines de notre pays, pour l'ambition de développement économique et social tracée par le président de la République, appelle à des ressources humaines de niveau plus élevé. Et c'est en ce sens
que les contrats de performance signés par les 5 universités, dans chacun de ces contrats de performance, il y a un volet qualité extrêmement important et que les universités ont décliné chacune selon sa situation et à sa manière. Passons au volet recherche de cette émission et ça nous donnera l'occasion de recevoir nos 2 confrères, Cheikh Thiam du Soleil et Momar Diong de Nouvel Horizon. La recherche, c'est un sujet de Daniel Diouf. Les chercheurs décrivent un environnement peu propice à l'activité, marqué par le manque de politique de recherche élaborée. Et pourtant, officiellement, le gouvernement a toujours clamé haut et fort la consistance de la part allouée à l'éducation dans le budget national. La question qu'il faut se poser, c'est combien va à la recherche. D'abord à l'université par rapport aux autres enseignements. Combien de budget est consacré à l'université et combien de manière spécifique est consacré à la recherche. Le gouvernement n'a pas de politique de recherche et que véritablement même les doctorants, parce qu'aujourd'hui si vous regardez bien le Sénégal, il y a beaucoup d'étudiants en doctorat qui auraient dû quand même être financés parce qu'ils travaillent sur des thèmes intéressants, des thèmes qui peuvent être quand même la source d'inspiration pour apporter des solutions à une multitude de questions. Aujourd'hui, je peux vous dire, en Afrique, il y a des centres de recherche qui ont fermé pour des questions de financement. À défaut d'un financement public, gage de liberté et d'indépendance, les chercheurs suggèrent l'implication du privé. Le partenariat public-privé, une alternative qui devrait seulement venir en appoint sans contrainte ou astreinte dans l'orientation des travaux. Et dans le cas de la responsabilité sociétale des entreprises, je pense que le gouvernement pourrait trouver un système pour qu'au lieu que les entreprises systématiquement créent des fondations, que l'on se tourne d'abord sur le parrainage entreprise-université. On a besoin de s'ouvrir, bien sûr, d'aller vers les bailleurs internationaux, d'aller vers les privés, mais tout en gardant toute la démarche et tout le rigueur qu'il faut, le rigueur scientifique pour faire le travail et arriver à des résultats vraiment pertinents. La recherche souffre aussi de la non-valorisation de la production. Les résultats des travaux publiés ne sont pas suffisamment utilisés par les gouvernements pour élaborer leurs politiques publiques. Et pourtant, les questions traitées sont toujours en rapport avec les affaires de la cité dont ils ont la charge. Les gouvernants aujourd'hui africains, ils ont besoin d'être sensibilisés, ils ont besoin d'être informés d'être mieux informés sur ce qui se passe aujourd'hui, sur ce qui est produit aujourd'hui par les centres africains pour mieux élaborer leur politique publique. Ils sont légion, les doctorants sur les travaux de recherche se rapportant à des thèmes de développement. La recherche devrait être organisée de manière à mutualiser les compétences à l'échelle continentale. Je ne pense pas que le Sénégal est tout à fait en phase avec ce qu'il faut faire en ce moment. Je vais donner un exemple concret. Au niveau de la spécialisation, nous savons qu'aujourd'hui dans les pays de l'UEMOA, il n'y a pas de commerce intra-UEMOA. Et qu'il y a une politique de spécialisation qui aurait pu être faite entre les pays de l'UEMOA, qui fait que, par exemple, au lieu que le Sénégal consacre des ressources au riz ou à l'arachide, qu'un autre pays s'y consacre. Mais tout ceci nécessite des enquêtes pour voir quel pays détient un avantage comparatif dans quel produit. Ce qui pourrait permettre, tout simplement, sur la base de recherches scientifiques prouvées, de recherches scientifiques publiées, de pouvoir voir quelle politique de spécialisation au niveau de l'UEMOA on peut faire. Avec des conditions salariales peu reluisantes, des moyens de travail insuffisants, certains chercheurs préfèrent aller s'abriter sous d'autres cieux et intégrer les flux mondiaux de l'intelligence et des compétences. La pesanteur sociale en Afrique est telle que certains professeurs, jugeant utile de faire beaucoup de choses en matière de recherche, cherchent un environnement beaucoup plus propice, que ce soit matériellement ou même dans la quiétude, pour pouvoir faire leur carrière. C'est pourquoi ils choisissent généralement de partir. Le comité de pilotage de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur a proposé l'élaboration de plans stratégiques de la recherche et de l'innovation. Un rapport général a été remis au chef du gouvernement sénégalais. Les chercheurs peuvent espérer qu'une décision finale aboutisse à une politique de recherche qu'ils appellent de leur vœu.
Daniel Diouf, merci. Nous accueillons maintenant nos deux confrères, Momar Diong, rédacteur en chef de Nouvel Horizon, et Cheikh Thiam, directeur général du Soleil. Justement, Cheikh Thiam, merci et bienvenue dans cette émission. Qui est votre émission? La première question à Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Mamoudou. Vous me donnez l'occasion peut-être de reposer une question que j'avais adressée à Monsieur le ministre. À l'époque, il était recteur de l'Université de Saint-Louis. Parce que dans mes pérégrinations, j'ai eu à rencontrer ses propres étudiants, à lui, à Monsieur le ministre, qu'il avait formé à l'UFR d'informatique et de mathématiques, que j'ai rencontré au Québec, à Montréal, et d'aucuns en Suisse. Et je lui disais, c'était au cours d'un déjeuner, je lui disais, Monsieur le recteur, qu'est-ce que vous faites après que le Sénégal ait consacré beaucoup de ressources financières à former des élites? Qu'est-ce que vous faites pour retenir ces élites qui sont aujourd'hui disséminées un peu partout dans le monde? Et je citais notamment ces deux pays. On a longuement discuté à ce niveau. Et aujourd'hui qu'il est ministre de l'enseignement supérieur, ma question revient, Monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Parce que c'est la qualité de l'enseignement, on l'a évoqué, l'université de développement est fortement corrélée à la qualité de l'enseignement. Le secrétaire général du SAES l'a dit tantôt, la recherche est la base du développement. Aujourd'hui, l'innovation, vous l'avez dit tantôt, et la recherche, même au niveau des entreprises, c'est la base de la performance. Qu'est-ce que vous faites, Monsieur le ministre, dans ce sens? Très bien. Merci beaucoup. Je pense que cela revient à la question que M. Khan avait posée tout à l'heure. Ces niches d'excellence que nous avons. Parce que ces étudiants, ces doctorants qui sont devenus docteurs et travailleurs, au Canada, bénéficient d'une exemption des prédocs, alors que des doctorants venant d'autres pays ont l'obligation de faire ces prédocs. Alors, je pense qu'il y a d'abord l'amélioration des conditions des enseignants-chercheurs et des chercheurs dans notre pays. L'amélioration des salaires intervenue il y a quelques années a fait en sorte qu'un certain nombre d'enseignants-chercheurs et de chercheurs qui sont à l'étranger sont rentrés au niveau du pays. Et nous en avons noté beaucoup, aussi bien au niveau de Saint-Louis, à Dakar, au niveau de Ziguinchor, Bambey, au CESAG et dans certains établissements. C'est la fameuse fuite des cerveaux. Je préfère la mobilité des cerveaux, parce que je reviendrai à cela. Parce que pour moi, ce phénomène est historique et il est de tout temps. Les espaces qui offrent plus de chances d'épanouissement intellectuel sont attractifs et attirent le plus de monde depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge et aujourd'hui, on le sent, on l'a vu aux États-Unis, l'Asie commence à jouer son rôle et peut-être demain l'Afrique jouera son rôle. Nous avons besoin de former beaucoup, particulièrement dans ces domaines de sciences et de technologie. Nous avons besoin aussi qu'une partie aille à l'étranger. Une partie, partout. Si aujourd'hui nous voulons former, nous voulons des spécialistes dans des domaines très pointus, de la recherche ou de l'industrie, nous n'avons pas ces industries-là. Nous avons besoin d'avoir des jeunes Sénégalais à l'étranger qui prennent de l'expérience, qui prennent de la compétence, mais ce qu'il faut construire, et c'est là où la concertation nous donne la possibilité, parce qu'elle demande de réviser la loi 81-059, qui est le statut des enseignants-chercheurs. Elle demande de revoir le statut des chercheurs. La Tunisie, en exploitant ses propres statuts, a créé des espaces de retour momentanés pour certains d'entre eux, dont la recherche ou l'emploi n'est pas disponible au Sénégal et qui peuvent venir encadrer les jeunes, participer à des équipes de recherche. L'autre instrument, ce sont les bourses. Nous avons parlé de formation doctorale. Nous agissons dans un vieux schéma où on donne des bourses de 3 ans, 4 ans pour faire un doctorat. Ceci n'enrichit pas nos écoles doctorales. D'ailleurs, nos partenaires donnent des bourses en alternance. Pourquoi le Sénégal ne reviendrait plus? En tout cas, nous, ça va être notre choix d'avoir des bourses en alternance où le doctorant est co-encadré par quelqu'un d'un laboratoire ancré au Sénégal et quelqu'un d'un laboratoire extérieur. Mais pourquoi également le Sénégal est incapable de consacrer juste 1% de son PIB à la recherche? Oui, nous allons... C'est ce qu'exige la norme. Permettez-moi juste de terminer et de revenir sur ça.
les doctorants, les bourses de doctorat. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on donne, je pense, d'une manière qui n'est pas une manière incitative, les bourses de doctorat. Dès lors que vous êtes inscrit en thèse, vous avez une bourse. Les bourses devraient être données aux laboratoires, aux écoles doctorales, aux équipes de recherche. Et ce sont ces équipes-là qui devraient choisir, en contractualisant avec l'État, les doctorants. Et chaque doctorant devrait être accompagné d'un soutien au laboratoire de l'accueil. C'est ça qui va permettre de faire revivre nos espaces de recherche et de ne pas simplement attendre cela, des soutiens qui nous viennent de l'étranger. Parce que beaucoup de nos laboratoires, y compris d'ailleurs celui que j'avais, ont vécu avec les moyens qui sont venus de l'étranger. Enfin, je viens à votre question. 1% du PIB. Le gouvernement a pris plusieurs décisions que nous sommes en train de mettre en œuvre. La première, c'est de créer une direction générale de la recherche. Parce que le président de la République a compris que notre recherche n'est pas structurée, y compris dans les universités, les textes qui régissent nos universités, les équipes, les laboratoires ne sont pas pris en charge dedans. Le recteur de l'université Cheikh Anta Diop qui est là, c'est lui-même qui a pris un certain nombre de textes pour permettre à ces structures d'avoir un cadre juridique normal au sein de ces espaces. Donc il faut redonner un cadre juridique. Cette direction générale de la recherche va nous permettre de coordonner l'ensemble de la recherche au niveau du pays, de dégager les financements. La concertation a dit qu'il faut réformer le fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technologique. Il va être réformé et orienté vers les problèmes de développement du pays pour les résoudre. Et enfin, un plan stratégique, parce qu'on ne peut pas aller à l'aveuglette. De la même façon que l'enseignement supérieur a bénéficié de ces concertations, un plan stratégique va être élaboré de manière participative et inclusive avec tous les acteurs pour qu'on dise dans les 5-10 années, c'est vers ça que notre recherche, notre innovation va aller. Très bien. Cheikh Thiam, encore une question avant de passer à Momar Diong. On est rattrapé par le temps. Il a évoqué la question du financement. C'est une question que j'allais poser, mais monsieur le ministre a dit tantôt au début de l'émission que beaucoup d'infrastructures, parce que construire une université nationale performante, c'est des amphithéâtres, c'est des infrastructures. Il a évoqué le BCI, mais vous savez, bon, nous sommes en situation de raréfaction des ressources. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les partenaires au développement vont mettre dans la cagnotte pour accompagner le Sénégal, tout en restant quand même dans les limites d'une ingérence tolérable? Parce que vous l'aviez dit tantôt, quand le Sénégal, au début des années 90, voulait diversifier, construire des universités, les bailleurs de fonds, parce que c'est eux qui avaient les cordons de la bourse, avaient dit que le Sénégal n'avait pas besoin d'autres universités et voyait la situation nous arranger. Très bien. C'est vrai que celui qui finance donne les orientations. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Je pense que le Sénégal a négocié librement le programme PGF-SUP avec la Banque mondiale. Et c'est dans ce programme-là que nous avons une vingtaine de milliards pour construire des infrastructures dans les 2 années à venir. Et d'ailleurs, le projet a commencé puisque les cabinets d'architecture ont été sélectionnés, que les appels d'offres sont en train d'être préparés. Le Sénégal aussi a discuté librement avec l'USAID pour le programme ERA, éducation, recherche agricole. Et là aussi, c'est autour de 14 milliards qui sont en jeu. Nous sommes en train de discuter avec d'autres partenaires pour toujours renforcer aussi bien les infrastructures pédagogiques que les infrastructures sociales. Aujourd'hui, une équipe américaine est depuis hier dans nos murs, qui est en train de faire le tour de toutes les universités, parce que le président a un programme ambitieux de construction de cités universitaires pour les étudiants. Et je voudrais juste rajouter rapidement une chose. Le président a lancé l'équipement des laboratoires, un programme d'équipement des laboratoires de recherche. Nous avons terminé les enquêtes. Tous les laboratoires ont répondu en donnant l'état des lieux et leurs besoins. Nous sommes en train de finaliser cela pour donner un projet ambitieux d'équipement des laboratoires au président de la République. Question de Momar Diong. Monsieur le ministre, nous allons rester sur la question du financement, mais concernant l'enseignement supérieur.
certains ont estimé que le taux actuel de financement de l'enseignement supérieur par les pouvoirs publics est très élevé. C'est 1,2% du PIB du Sénégal contre une moyenne dans les pays d'Afrique subsaharienne de 0,6%. Alors, où pensez-vous et avez-vous la garantie de pouvoir rechercher et avoir des ressources additionnelles auprès de vos partenaires pour lancer tous les projets que vous avez en vue? Alors, nous avons déjà, je vous ai évoqué, 2 partenaires qui ont mis des ressources et qui vont encore sans doute en mettre davantage. Nous sommes en contact avec d'autres partenaires. Nous avons de l'ordre de 350 milliards de requêtes qui vont être discutées lors de la réunion de Paris que le gouvernement du Sénégal va présenter pour financer ces différents projets. Nous avons élaboré des requêtes qui touchent aussi bien l'extension de la carte universitaire, le renforcement et la réforme du système de recherche et d'innovation du pays et aussi le renforcement de la gouvernance. D'autre part, le gouvernement fait beaucoup. C'est vrai, nous sommes hauts, mais notre enseignement supérieur et notre recherche demandent plus. C'est pourquoi la concertation a demandé encore plus d'efforts au gouvernement. Oui. Mais la concertation vous ne répondez demande pas de aussi... manière précise, c'est juste 1% du PIB qu'on vous demande. Est-ce que vous allez le faire? Le gouvernement va planifier et lors de sans doute du conseil présidentiel, nous verrons comment le planifier. Le deuxième aspect, M. Khan, c'est effectivement, nous avons ce package que nous soumettons à nos partenaires. Nous avons aussi le volet, je dirais, de financement innovant. Parce qu'il faut chercher aussi l'étudiant, combien il participe. L'étudiant, depuis... Allez-vous augmenter les frais de scolarité? Parce qu'on est attendu sur cette question à 150 000. C'est la compréhension que les étudiants ont eue de la concertation. Est-ce que ça va se faire? Je dis tout de suite, oui. La concertation n'a jamais dit que les droits d'inscription seront à 150 000. Le comité de pilotage n'a jamais dit que les droits d'inscription seront à 150 000. Mais ce que la concertation a dit, c'est qu'il faudra augmenter la participation des étudiants. Elle dit augmenter les droits d'inscription tout en accompagnant les plus démunis. Le principe d'une augmentation des droits d'inscription a fait l'objet d'un consensus profond. Cependant, aucune des propositions chiffrées n'a fait l'objet d'un consensus. Un comité ad hoc... Qu'allez-vous faire? Un consensus pour augmenter, mais vous ne vous accordez pas sur le montant. Une peur des étudiants? Je vous en prie, vous savez, la concertation nous a donné la méthodologie. Elle a dit, mettez en place un comité ad hoc. Je peux vous dire, hier, j'ai signé la note qui met en place le comité ad hoc, où il y aura les étudiants, il y aura les parents d'élèves, il y aura des experts, et ils vont travailler et nous soumettre une proposition d'augmentation. Il faudra augmenter. Il faudra augmenter les droits d'inscription. 4 300, ce n'est même plus le droit d'inscription au préscolaire. Un étudiant qui a un enfant au préscolaire, au primaire, à l'élémentaire, au moyen, au secondaire, paye beaucoup plus pour cet enfant. L'enseignement supérieur coûte plus cher, il faudra augmenter. Maintenant, on s'accordera et la concertation a dit il faut de l'équité. Le président de la République est très soucieux de l'équité. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ces bacheliers non orientés, le président de la République a dit il faut leur trouver un endroit pour se former et une formation de qualité. Là aussi, pour les étudiants dont les parents seront démunis, n'auront pas les moyens de le faire, l'État verra les moyens d'accompagnement pour leur permettre de réussir leurs études. Dernière question de Momar Diong, parce que le temps est complètement épuisé. Monsieur le ministre, l'opportunité de la tenue de concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur est unanimement saluée. Mais il se trouve qu'il y a certains qui font remarquer que l'approche qu'elle propose est si sectorielle pour être efficace et qu'il fallait plutôt essayer de cultiver au niveau de l'élémentaire et au niveau du secondaire le goût des sciences et des techniques. Est-ce que votre gouvernement a suffisamment pris en compte cette nécessité d'une approche plus globale? Oui, je pense que c'est pris en compte déjà dans l'orientation socio-économique de notre pays. Le président de la République veut un pays émergent, veut un pays qui exploite ses potentialités
Et sa base, ce sont ses ressources humaines. Et les ressources humaines seront fondamentalement sciences, techniques, ingénierie et mathématiques. Et c'est dans ce sens-là que l'enseignement supérieur, dans sa concertation, est allé dans ce sens. Mais c'est dans ce sens-là que, sans doute, l'éducation nationale, puisque nous avons un système compartimenté, aura à répondre à cette demande de l'enseignement supérieur, puisque c'est une demande de la société sénégalaise qui est de réorienter. On sait que pour réorienter, il faut partir du préscolaire. Il faut que nos enfants qui sont dans les cases des tout-petits, dans les préscolaires, aient envie d'apprendre les sciences et envie de se réaliser à travers les sciences. Cher Thiam, parce que c'est terminé. Oui. Voilà, monsieur le ministre, quand on était étudiant à la fac, des professeurs d'économie à la fac de sciences comme Makhtar Diouf, Moustapha Kassé, nous incitaient au débat contradictoire. Et on aimait bien organiser des conférences où on faisait venir des gens dans l'université. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est la violence à l'université. La violence, c'est, au lieu du choc des idées, c'est le choc des coups de poing. Aujourd'hui, à l'Université de Dakar, nous en sommes malades. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour résoudre cette question? Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de lancer un appel pour un sursaut national au niveau des enseignants, au niveau des étudiants, pour que cessent les grèves et que la violence sorte définitivement. Et des partis politiques, parce que l'espace est politisé. Voilà répondez-vous. Voilà. C'est la dernière question. Consensus autour des recommandations de la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur. Il a été construit en associant tout le monde. Vous avez dû remarquer la présence de tous les secteurs de la nation. Vous avez dû remarquer la présence d'hommes politiques qui ont occupé des fonctions importantes et qui n'appartiennent pas à la majorité. Parce que notre enseignement supérieur, notre recherche, notre système d'innovation n'appartient pas seulement au régime qui est là aujourd'hui. C'est le futur que nous voulons bâtir. Et pour le bâtir, il faut un consensus national qui transcende les clivages politiques. Il faut à la fois beaucoup de retenue, beaucoup d'humilité et aussi beaucoup d'engagement. C'est à ce quoi j'invite tout le monde, en particulier les étudiantes et les étudiants, puisque cet espace doit être un espace de paix. Les systèmes de pression qu'on a eus ne peuvent plus prospérer. On ne peut pas forcer les gens à vous donner un diplôme lorsque vous n'avez pas réussi. On ne peut pas transgresser les règles. Il faut que l'espace universitaire demeure, comme vous l'avez dit, un espace de débat, de critique, et surtout où on forge la compétence et où on forge cet esprit qui crée les innovations sans lesquelles nous ne pouvons pas participer au futur de ce monde où tout tend à nous reléguer à sa périphérie. Et nous savons, grâce à notre démographie, que nous avons tous les atouts d'être au cœur de ce monde qui est en train de se construire. Mary Teuw Niane, merci. Vous Merci. êtes le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci à ce sympathique public. Je sais que vous êtes un peu frustré parce que vous auriez voulu avoir plus de temps de parole, mais merci quand même d'être venu. Nous essaierons de nous rattraper au fil des émissions. Merci à mes deux confrères, Cheikh Thiam et Momar Diong, mais aussi à toutes et ceux à TFM qui m'ont permis de réaliser cette émission. Merci, bonsoir, rendez-vous dans un mois.